Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce webinaire sur l'indemnité inflation pour les employeurs, indemnité inflation version 2021. Je me présente tout d'abord, je suis Isabelle Van Kovenberg, je suis directrice de la veille légale et conventionnelle en paye et RH pour Cégide France. Je suis également vice-présidente de l'Association des éditeurs de logiciels de paye, RH et fiscalité, l'association qui se dénomme SDDS. Ce sera important pour le thème d'aujourd'hui, je m'en expliquerai dans un instant. Donc, notre webinaire est consacré à l'indemnité inflation qui vous sera présenté sous un angle un petit peu particulier. Je vais vous exposer pendant la demi-heure qui suit les consignes ministérielles qui ont été distribuées aux éditeurs de logiciels de paye, donc via l'association SDDS, telles qu'elles sont connues jusqu'au 29 novembre 2021. Nous verrons tour à tour le cadre juridique futur de cette indemnité inflation, les salariés éligibles à cette indemnité, alors éligibles bien précisément à un versement par l'employeur. Nous verrons ensuite si l'employeur doit procéder ou non à un versement automatique aux salariés éligibles. Nous verrons ensuite la période de paiement ainsi que la mention sur le bulletin de paye de cette indemnité inflation. Par la suite, nous verrons comment l'employeur pourra se faire rembourser des indemnités qu'il a versées aux salariés. Ce remboursement se fera par l'État. Et enfin, nous verrons en cas de trop versé, comment le salarié devra lui-même la rembourser à l'État. Commençons donc par le cadre juridique futur de l'indemnité inflation. Nous le savons tous, il y a eu tout d'abord une annonce gouvernementale le 21 octobre dernier de la part du Premier ministre, Monsieur Jean Castex. Le Premier ministre a donc énoncé l'obligation de versement par les employeurs aux salariés éligibles d'une somme forfaitaire. Un tel dispositif n'a évidemment pas d'équivalent, au moins dans un passé récent. Toutefois, on peut faire une parenté avec les IJSS ou l'indemnité légale d'activité partielle exceptionnelle telle qu'elle a pu exister en 2020 et 2021, au sens où il est donc demandé aux employeurs de procéder à une identification finale des bénéficiaires de l'avantage financier, puis une avance en trésorerie de cet avantage financier, avant que l'État rembourse l'employeur des indemnités ou des allocations qu'il aura ainsi versées en avance. Ces annonces prendront force contraignante à l'égard des employeurs grâce à de futurs textes juridiques. En effet, une loi et un décret d'application sont attendus au début du mois de décembre 2021. Les bases juridiques de l'indemnité inflation seront donc une loi qui sera dénommée loi de finances rectificative pour 2021, la loi dont vous avez probablement déjà entendu parler puisqu'elle a été adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 24 novembre dernier. Donc devrait s'en suivre une promulgation par le président de la République, puis une publication au Journal officiel de la République française tout début décembre. En principe le même jour, ou alors très vite dans les jours suivants, il y aura un décret d'application. Mais d'ores et déjà en amont, 2 opérations ont été menées par les pouvoirs publics. C'est ce que je vais vous décrire maintenant. En amont, il y a d'abord, et vous le savez, des explications informelles et des consignes qui ont été rendues publiques avant toute publication légale. Donc, des premières explications peuvent déjà être trouvées sur différents sites que vous pouvez lire, dont vous pouvez lire l'adresse ici sur ce slide. Et des consignes déclaratives sur la gestion en DSN sont également d'ores et déjà disponibles sur le site du JPMDS, dont je vous rappelle l'adresse ici sur ce slide. En amont également, et ce sera bien davantage détaillé ici, le ministère de la Santé, le ministère de la Relance, de l'Économie et des Finances, enfin le ministère de l'Action et des Comptes publics, ont distribué aux éditeurs de logiciels ce qu'on appelle des instructions très précises que je vais vous détailler maintenant. Une petite précision au préalable, lorsque je vous dirai dans mes explications par la suite pas de versement de l'indemnité inflation, je voudrais simplement dire pas de versement par l'employeur, mais il se pourra très bien que votre salarié
non éligibles perçoivent pourtant bel et bien cette indemnité inflation. Simplement, elle sera versée par un organisme de protection sociale ou par une administration au lieu d'être versée par l'employeur. D'après ces instructions aux éditeurs de logiciels, les règles seront donc les suivantes. Il faut d'abord déterminer les salariés éligibles à un versement par l'employeur. Critère numéro 1, il faut être en lien contractuel avec l'employeur en octobre 2021. Donc le mois à étudier ici est un mois très précis dans l'année 2021. Il s'agit bien du mois d'octobre. Et donc, quel est le critère numéro 1 à remplir par le salarié durant ce mois d'octobre? Il faut qu'il soit titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social rémunéré au sein de l'entreprise, à la condition que le contrat ou le mandat couvre au moins toute une partie d'une journée du mois d'octobre, bien précisément, peu importe les suspensions des contrats de travail, absence ou congé d'hiver, exception, un seul jour de congé parental à temps complet, donc pas congé parental à temps partiel, mais congé parental à temps complet en octobre, prive le salarié d'un versement de l'indemnité inflation de la part de l'employeur. Deuxième condition, toujours au mois d'octobre, j'insiste et j'insiste, il s'agit bien du mois d'octobre, avoir 16 ans minimum. Donc il faut avoir atteint l'âge de 16 ans au plus tard le 31 octobre 2021. Et enfin, toujours au mois d'octobre, il faut résider fiscalement en France métropolitaine ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ou à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant une journée en octobre 2021. Donc, corollaire, il faut être redevable du prélèvement à la source pendant au moins une journée en octobre 2021. Tous les contrats de travail et tous les mandats sociaux sont admis. Je vous livre ici une petite liste sur ce slide, mais la règle à retenir, c'est que tous les types de contrats de travail et tous les types de mandats sociaux exercés au mois d'octobre pendant toute une partie d'une journée rendent éligibles à l'indemnité inflation. Attention toutefois à des effectifs exclus, c'est la logique, le corollaire logique. Les fonctionnaires, au titre des activités accessoires exercées pour le compte d'une personne publique, dont la contrepartie financière est exonérée de cotisations sociales, ne sont pas éligibles à l'indemnité inflation. Critère numéro 2, cette fois-ci, il se juge sur une période de 10 mois, qui est la période allant de janvier à octobre 2021. Tous ces salariés éligibles ou ces mandataires éligibles doivent percevoir une rémunération brute cumulée inférieure à 26 000 € brut. Il s'agit de l'assiette des cotisations sociales. Sont donc exclues les indemnités d'activité partielle, sauf celles qui sont supérieures à 3,15 SMIC, les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat ou tous les autres éléments de paye exonérés de cotisations sociales. Il ne s'agit que de la rémunération versée par l'employeur lui-même. Donc les indemnités de congés payés, lorsqu'elles ne sont pas versées par l'employeur mais par des caisses de congés payés, ne sont pas prises en compte. Exception, en cas de déduction forfaitaire de cotisation, il s'agit de la rémunération brute avant application de cette DFS. Il s'agit toujours de la rémunération due au titre des 10 premiers mois de 2021, peu important la date de paiement des salaires, donc peu importe que l'entreprise soit en paye décalée ou non. Il s'agit toujours de la rémunération brute réelle, prise telle qu'elle. Il s'agit donc d'une photo de cette rémunération cumulée pendant les 10 premiers mois de l'année 2021, sans aucune correction. Peu importe qu'elle soit due à un travail à temps partiel, qu'elle ait été exceptionnellement élevée, qu'elle ait été exceptionnellement faible, comparée à des périodes antérieures. Peu importe que ce soit une rémunération qui avait été calculée selon une durée du travail, en heures ou en jours, ou à la tâche, exemple, nombre de piges pour certains journalistes. L'appréciation du salaire brut cumulé doit être faite au plus tard le mois de versement, selon les éléments connus ce mois-là. L'évaluation du brut cumulé est ainsi faite définitivement de façon figée. Un rappel de salaire se rapportant aux 10 premiers mois de 2021, mais connu ultérieurement, donc après le mois de versement, ne remettra pas en cause l'éligibilité déjà acquise par le salarié. Donc,
On évalue si le salarié a perçu ou non une rémunération inférieure à 26 000 euros bruts, réellement perçue entre janvier et octobre 2021. Critère numéro 2, il y a quand même quelques cas de proratisation de ce plafond de 26 000 euros bruts. Ce plancher de 26 000 euros bruts ne sera toutefois, en cas de proratisation, jamais inférieur à 2 600 euros bruts. Je m'en explique maintenant un tout petit peu. L'employeur est tenu de prorater le montant du plafond brut de 26 000 euros sans jamais tomber en deçà de 2 600 euros. Dans le cas où il n'y a pas eu une relation contractuelle continue avec le salarié, c'est-à-dire dans le cas où il y a eu une ou plusieurs périodes sans contrat de travail ou mandat pendant ces 10 mois. Pour ce prorata, il faut appliquer la méthode calendaire. La formule de calcul est la suivante. Il s'agit du nombre de jours calendaires couverts par le ou les contrats de travail ou mandats sociaux en cumul entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021, divisé par 304 jours calendaires. Rappel, je le redis, le résultat ne peut jamais être inférieur à 2 600 euros bruts, qui sera toujours le plafond minimum. L'entreprise ne tient compte que de ses propres contrats de travail ou mandats sociaux, non de ceux d'éventuels autres employeurs ou entreprises avec le même salarié ou dirigeant. Un contrat de travail intermittent compte pour un contrat à part entière, peu importe qu'il y ait eu ou non des périodes de travail réelles de janvier à octobre 2021. Dans ce cas, il n'y a pas de prorata de plafond de 26 000 euros si le contrat d'intermittence en lui-même couvre bien la totalité des 10 premiers mois de l'année 2021. De même, les absences ou congés du salarié, quel qu'il soit, sont indifférents. Un contrat suspendu compte comme un contrat à part entière, de même pour un contrat de travail n'ayant donné lieu à aucune rémunération pendant les 10 premiers mois. Il n'y a donc pas de prorata du plafond de 26 000 euros brut. Lorsque tous ces critères sont réunis, le salarié a droit à un montant d'indemnité inflation de 100 euros. Il n'existe aucun cas de prorata de ce montant de 100 euros. La situation de tous les salariés ou mandataires sociaux en France ou en Outre-mer est donc binaire. Soit le versement est dû et il sera de 100 euros, soit le salarié ou le mandataire social n'est pas éligible, il y aura donc 0 euros versé au titre de l'indemnité inflation. Maintenant que nous connaissons les salariés ou mandataires sociaux éligibles, voyons comment les salariés bénéficieront ou non d'un versement automatique de la part de l'employeur. Cas général, l'employeur verse l'indemnité inflation au salarié sans le questionner, c'est-à-dire de façon automatique, lorsque le salarié répond à un certain nombre de conditions. Le salarié a droit à un versement automatique et sans questionnement de l'indemnité inflation lorsqu'il est titulaire pendant au moins une date en octobre 2021, c'est un critère qui se situe uniquement sur le mois d'octobre 2021, lorsqu'il est titulaire donc d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée totale au moins égale à 1 mois, ou lorsqu'il est titulaire d'un ou plusieurs CDD dont la durée cumulée sur le mois d'octobre 2021 est inférieure à 1 mois, mais représente au moins 20 heures d'activité. Précision pour les forfaits jours, on convertit les 20 heures d'activité en 3 jours d'activité minimum sur le mois d'octobre 2021. Donc, il y aura versement automatique de la part de l'employeur sans aucune formalité de la part du salarié. Toutefois, le salarié peut empêcher ce versement automatique en signalant, lui, auprès de l'employeur qu'il bénéficie déjà de l'indemnité d'inflation d'un tiers, un organisme de protection sociale, l'État français ou un autre employeur. En effet, une intervention spontanée est attendue de la part de ces salariés, les CDI, les CDD d'une durée au moins égale à 1 mois, les CDD d'au moins 3 jours ou 20 heures d'activité lorsqu'il s'agit de CDD en cumul. Ces populations-là doivent se manifester spontanément auprès de leur employeur lorsqu'elles savent qu'elles vont déjà bénéficier
de l'indemnité d'inflation de la part d'un organisme des pouvoirs publics ou d'un autre employeur. Je donne ici dans cette slide quelques détails supplémentaires sur l'obligation qui est faite aux salariés des populations que je viens de citer de se manifester auprès de chacun de ces employeurs qui ne doivent surtout pas lui verser l'indemnité d'inflation alors qu'il est en principe éligible à un versement automatique. La slide vous donne tous ces détails, je ne vais pas les reprendre par oral puisqu'il s'agit là d'une obligation faite aux salariés et absolument pas d'une obligation faite à l'employeur. Mais deux populations doivent en revanche être questionnées par l'employeur avant tout versement. C'est maintenant ce que je vais évoquer. L'employeur doit questionner le salarié avant tout versement. Tout d'abord, lorsque le salarié exerce l'une des trois professions suivantes en octobre 2021. Il est pigiste, ou alors il est collaborateur occasionnel du service public, ou alors il est intermittent du spectacle. Les modalités de questionnement des pigistes, intermittents ou collaborateurs publics occasionnels par l'employeur ne sont pas prédéfinies par instruction ministérielle, elles ne le seront probablement pas ni par la loi ni par décret. Mais attention, l'employeur doit conserver des preuves d'une démarche qu'il aura faite par écrit. Il doit inviter les salariés ou anciens salariés à se référer aux informations déjà disponibles de la part du gouvernement sur les sites publics dont je vous ai donné les liens tout à l'heure. Et surtout, l'employeur doit fixer lui-même la date limite de réponse par ses salariés ou par ses anciens salariés à sa propre convenance. L'employeur décide vraiment librement de la date limite qu'il fixe de réponse à son questionnaire. Donc, les pigistes intermittents doivent aussi se manifester obligatoirement auprès de l'employeur. Donc, l'employeur a l'obligation de les questionner, mais parallèlement, les salariés ont aussi l'obligation de se manifester auprès de leur employeur pour percevoir l'indemnité inflation. En effet, pour ces trois populations, donc les pigistes, les collaborateurs publics occasionnels et les intermittents du spectacle, le silence de la part du salarié vaut refus de versement. Donc, obligation est faite pour l'employeur de les questionner, mais obligation est faite à ses salariés en parallèle de se prendre en main spontanément pour se manifester auprès de l'employeur, car dans tous les cas, au final, le silence de ces trois populations de salariés vaut non-perception de l'indemnité d'inflation de la part de l'employeur. Population numéro 2 que l'employeur a l'obligation d'interroger, il s'agit des CDD très courts. L'employeur doit interroger ses salariés ou anciens salariés qui sont titulaires de CDD incluant moins 20 heures ou moins de 3 jours d'activité en octobre 2021, donc par CDD ou cumul de CDD, à propos d'un versement ou non de l'indemnité inflation par ses soins, donc à ses salariés ou anciens salariés. Idem que tout à l'heure, le questionnement, le questionnaire n'est pas prédéfini dans ses modalités et son formalisme par les instructions ministérielles. Mais encore la même chose que tout à l'heure, l'employeur doit conserver une preuve de sa démarche écrite. Il doit inviter ses anciens salariés à se référer à toutes les informations diffusées sur les sites web publics gouvernementaux dont je vous ai cité les liens tout à l'heure. Et enfin, toujours la même chose, l'employeur fixe lui-même et à sa propre convenance le délai de réponse. Attention, dans ce cas, le silence du salarié qui a été interrogé ou de l'ancien salarié qui a été interrogé en CDD très court vaut ordre de versement. Lorsque le salarié ne se manifeste pas spontanément pour bloquer un versement ou lorsque le salarié ne répond pas au questionnaire de l'employeur est tenu de verser à ces CDD très courts l'indemnité inflation. Du moment que ce questionnaire a bien été écrit par l'employeur ne pourra pas être tenu responsable du fait que le salarié, peut-être par son silence, aura obtenu plusieurs indemnités inflation de plusieurs employeurs ou de plusieurs tiers. Puisque nous avons vu maintenant la liste des salariés éligibles, voyons maintenant les dates de paiement et l'inscription sur le bulletin de paye de ces indemnités inflation.
L'indemnité inflation sera versée si possible en décembre. L'employeur doit faire son maximum pour le verser avec les payes du mois décembre. Cependant, s'il a une impossibilité pratique dont il devra se justifier, l'employeur pourra encore verser l'indemnité d'inflation au mois de janvier ou s'il n'y parvient toujours pas, terminer ses opérations de versement d'indemnité inflation au mois de février 2022. Donc, la sanction du retard d'un employeur au-delà de février 2022 n'est pas encore définie. Il reviendra à la loi et au décret d'application de la faire connaître. Donc, l'employeur doit se préparer à reprendre contact avec ses salariés sortis des effectifs en novembre ou au début décembre, soit pour un versement automatique, soit pour un questionnaire avant versement éventuel, afin d'être en mesure le plus possible de verser ses indemnités inflation au mois de décembre. Cela reste le mois prioritaire. Comment inscrire cette indemnité inflation sur le bulletin de paye? Tout d'abord, il faut savoir que c'est une indemnité inflation, cela nous a été confirmé après toutes les annonces qui ont été faites par le Premier ministre, qui est exonérée, entièrement exonérée. Ces 100 € ne sont assujettis ni à cotisation sociale ni à impôt. Et elles sont neutres pour la perception par le salarié des prestations sociales auxquelles il a droit par ailleurs. Mais ceci est bien dans un plafond de 100 €. Tout complément employeur facultatif sera en revanche assujetti à charges sociales, assujetti à impôts et ne sera pas neutre pour la perception par le salarié de diverses prestations sociales. Dès que l'employeur a payé cette indemnité en tout ou partie ou bénéficiaire durant le mois de décembre ou après, il pourra se faire rembourser. Je vais y venir maintenant, après avoir précisé que le libellé qui doit refléter ce paiement sur le bulletin de paye ou sur la lettre d'accompagnement de ce paiement pourra être raccourci à indemnité inflation si l'employeur n'est pas dans la possibilité d'inscrire sur son courrier ou sur son bulletin de paye indemnité inflation de l'État. Alors, comment se faire rembourser quand on est un employeur qui s'est acquitté de son obligation de versement de l'indemnité inflation? Comment se faire rembourser par l'État? Eh bien, l'employeur s'auto-rembourse sur les charges sociales du mois de versement ou de chaque mois de versement, entre décembre et février, de l'indemnité inflation. L'indemnité inflation doit être déclarée via un CTP dédié à la maille agrégée au sein de la DSN mensuelle afférente au mois de versement. Les employeurs déduiront les sommes versées des cotisations dues soit aux URSSAF, soit au MSA, soit enfin en Outre-mer au CGSS. Plus précisément, l'indemnité inflation est déclarée dans la DSN uniquement au bloc 81 pour les valeurs individuelles et au bloc 23 avec un CTP 390 pour la valeur agrégée. Les versements sont rattachés par défaut au mois principal déclaré. Rappel, comme je vous l'ai dit en début d'explication, une fiche consigne a déjà été diffusée par le JPNDS. Le montant du paiement des charges sociales de chaque mois de versement est ainsi diminué directement du montant total des indemnités versées le même mois. Les employeurs déduisent le total des sommes versées du total des cotisations dues au titre de la même paye, de manière similaire à la déduction qui était autorisée au titre de l'aide au paiement Covid-19. Ainsi, comme l'indique la fiche consigne DSN, le montant du télépaiement ou prélèvement CEPA ou du virement devra être diminué du montant de l'indemnité alimentée dans le CTP 390, y compris si l'employeur n'est pas à jour de ses cotisations auprès de l'URSSAF. Enfin, si le montant des indemnités inflation versées dépasse le montant des charges sociales dues aux URSSAF pour le mois considéré, ou au MSA ou au CGSS, l'employeur doit contacter son organisme de recouvrement pour se faire rembourser le différentiel. Quelques mots du remboursement par le salarié dans le cas où il aura perçu plusieurs indemnités inflation. L'essentiel est de dire aux employeurs qu'ils ne seront en aucun cas impliqués, ni dans les contrôles qui auront lieu au printemps, ni dans le remboursement, qui sera fait directement par le salarié auprès de l'État, à la demande directe de l'État auprès du salarié. L'employeur ne sera donc absolument pas
impliqué dans les opérations de vérification ni dans les opérations de régularisation qui vont suivre tout versement indu. L'employeur ne pourra encourir une sanction que s'il s'est abstenu de verser des indemnités inflation alors qu'il y était tenu, ou qu'il se sera abstenu de questionner les salariés alors qu'il y était tenu. Je vous livre en tout dernier un exemple, pas du tout le modèle, pas du tout l'unique façon possible de procéder, mais un exemple qui pourrait vous être utile si vous souhaitez vous en inspirer, de questionnaire employeur aux salariés. Voilà, j'ai essayé de vous démontrer qu'il s'agissait d'un dispositif très simple, j'espère y être parvenue. Sur les sites gouvernementaux, présents sur internet, les salariés disposent d'un numéro de téléphone qu'ils peuvent composer pour poser leurs questions. Il ne revient pas aux employeurs d'expliquer l'indemnité inflation, mais seulement de s'acquitter de leur obligation de versement, de questionnaire pour ensuite se faire rembourser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de très bonnes opérations de gestion dans vos produits Cégide du versement de l'indemnité inflation.